Hello les voyageurs! Dernier épisode de mon tour d'Albanie. Dans cette vidéo, je visite le site archéologique d'Apollonia et je continue ma remontée du pays des Aigles par la côte. Je découvre le monastère d'Ardenica, un lieu important pour l'église orthodoxe. Je m'approche de gros pélicans dans la réserve naturelle de Divjaka Karavaska. Et je vais au pied de l'immense dune de Shenjin, une curiosité géologique hors norme qui plonge dans la mer Adriatique. Pour ne rien louper de mon aventure balkanique ou pour découvrir mes autres voyages, abonnez-vous à ma chaîne. Likez et commentez cette vidéo et n'oubliez pas de la partager. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Je quitte la lagune de Narta et je reprends la route pour aller visiter le site archéologique d'Apollonia. Je laisse Bernie, mon compagnon de voyage, à côté d'un Ford Ranger cellule, comme ça ils pourront se raconter leurs aventures respectives pendant que je visite le site archéologique. Après avoir payé un droit d'entrée d'un peu plus de 6 €, je débute ma visite du site par le musée. Apollonia a vu le jour en 588 avant Jésus-Christ en tant que colonie commerciale grecque fondée par des colons de Corfou et de Corinthe qui vendaient des esclaves. Comme son nom le laisse supposer, la cité est entièrement dédiée à Apollon, le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Le musée abrite une belle collection d'objets, de statues, de vases, d'articles en bronze et de pièces de monnaie. À son apogée, Apollonia comptait plus de 70 000 habitants. Elle occupait une surface de plus de 80 hectares et battait sa propre monnaie. Les Romains en ont fait une ville prospère et un centre intellectuel de premier plan. L'empereur Auguste y aurait d'ailleurs étudié la philosophie. Malheureusement, Apollonia connut une fin tragique quand au IVe siècle, un tremblement de terre rendit la ville inhabitable. La particularité de ce musée, c'est qu'il se situe dans le monastère de Sainte-Marie. Dans la cour intérieure du monastère se dresse une église qui aurait été probablement construite au IXe siècle, bien avant que le monastère fût bâti au XIIe siècle. Enfin bref, je pars découvrir Apollonia, le plus grand site archéologique d'Albanie qui s'étend sur plusieurs collines plantées d'oliviers. La météo n'est pas terrible, mais bon, comme il ne pleut pas, ça devrait aller. Les principaux lieux d'intérêt sont concentrés au même endroit. Le Boulterion, ou temple des Agonothètes, est le mieux conservé. C'est là que se tenaient les réunions du conseil de la cité. Sa magnifique façade, d'ordre corinthien, a été relevée. L'Odéon, à ne pas confondre avec le théâtre public qui se trouve beaucoup plus loin et qui n'est que partiellement dégagé, lui fait face. Il servait pour des manifestations musicales et littéraires et pouvait accueillir sur ses 16 gradins jusqu'à 300 personnes.
Il était très probablement couvert d'un toit. Plus au nord, je peux admirer les traces d'un portique de 75 mètres de long à double colonnade. Son mur est rythmé d'une succession de 17 niches. Pause déjeuner au milieu du parc, au bar-restaurant Léon Ray, installé dans la maison où vivait l'archéologue français qui a découvert les vestiges d'Apollonia dans les années 20. J'y croise une tortue qui fait elle aussi sa pause déjeuner. Depuis la terrasse du resto, j'aperçois au loin d'anciennes fortifications militaires de l'ère communiste et qui devaient abriter à l'époque des pièces d'artillerie. D'ailleurs, sur les hauteurs du site archéologique se trouve tout un réseau de tunnels militaires qui servaient à alimenter une batterie anti-aérienne. Allez, je vous emmène visiter ça. C'est complètement dingue de voir ça sur un site archéologique. Vous ne trouvez pas ? D'ailleurs, partout en Albanie, et plus particulièrement près des frontières, on peut voir de nombreuses petites casemates qui abritaient à l'époque communiste des soldats censés défendre le pays contre une hypothétique invasion ennemie. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les heures sombres de l'Albanie communiste, je vous invite à visionner, toujours sur ma chaîne, cette vidéo. Bref, je reprends la route en vous conseillant d'aller visiter la cité antique d'Apollonia. Direction le monastère d'Ardenica, un centre spirituel, culturel et historique important pour l'Église orthodoxe, situé au beau milieu de la grande plaine de Musece. Le monastère a été bâti au Xe siècle. L'église de la Nativité de la Mère de Dieu a quant à elle été construite en 1743 sur le site d'une église bien plus ancienne, mais détruite par un incendie ou un tremblement de terre, on ne sait pas trop. Autrefois, le monastère possédait une des plus riches bibliothèques du pays, mais elle a été détruite suite à un incendie survenu en 1932. Pendant l'ère communiste athée, le monastère a subi beaucoup de dégâts, mais il a échappé à la destruction. L'intérieur de l'église est décoré de fresques représentant les 7 saints évangélisateurs des peuples slaves. Une chaire, ornée d'or, a été épargnée par les Vandales et trône majestueusement à l'intérieur de l'église. Je quitte cet endroit reposant dont l'entrée ne m'a coûté qu'1 euro. Je reprends la route pour me rendre dans la réserve naturelle de Divjaka Karavasta, connue pour être le refuge du pélican frisé. C'est le plus grand des pélicans. Il fait partie des plus lourds oiseaux du monde capables de voler. Il peut mesurer jusqu'à 1,80 m de long s'il étend son cou et peut peser jusqu'à 15 kg. Malgré ce poids, le vol du pélican frisé est remarquable d'aisance et de légèreté. Son envergure est aussi l'une des plus grandes parmi tous les oiseaux, mesurant environ 3 mètres en moyenne. Son bec mesure de 36 à 45 cm de longueur.
Un centre d'information sur les pélicans est installé à l'entrée du parc, mais aujourd'hui, il est fermé. Une tour d'observation circulaire de 35 mètres de hauteur se trouve juste à côté du centre d'information. Construite en béton et en bois en 2018 comme poste de guet contre les incendies, elle est depuis peu aménagée pour les touristes. Je vous emmène voir ça de plus près. Allez, c'est parti pour la montée des 195 marches qui conduisent au sommet. Bon, on accélère un peu. Depuis le haut de la tour, et même si le temps est couvert, je profite d'un vaste panorama sur les 222 km² de la réserve naturelle, sur la Pinède, la lagune de Caravasta et la mer Adriatique. Il commence à pleuvoir, alors je reprends la route, espérant trouver une météo plus clémente en remontant vers le nord. J'avais repéré sur le net un petit resto sur pilotis qui m'avait l'air bien sympathique. Malheureusement, depuis plusieurs heures, il pleut quasi sans interruption sur la côte albanaise. Dommage, je m'étais trouvé un spot de rêve pour bivouaquer et me baigner, même s'il faut bien l'avouer, la mer est encore bien froide en cette saison. Bivouac ce soir sur la plage. Direction le nord du littoral albanais pour aller découvrir une curiosité géologique locale, la dune de Senjin, une immense dune qui plonge dans la mer. Pour accéder à cette fameuse dune, je dois traverser un ancien camp militaire, aujourd'hui désaffecté, mais qui date de l'époque communiste. Le parcours est ponctué de nombreuses structures en béton armé qui accueillaient, je suppose, des canons censés défendre la côte albanaise d'une éventuelle attaque de son voisin yougoslave. Pour info, la frontière entre l'Albanie et le Monténégro n'est pas très loin. Après avoir parcouru quelques kilomètres sur une piste sablonneuse, la fameuse dune se dresse au loin devant moi. 2-3 restos sont installés sur la plage. L'endroit reste assez préservé car uniquement accessible à pied. Les voitures qui s'y aventurent finissent pour la majorité d'entre elles enlisées. Mais en ce qui me concerne, c'est mal présagé des capacités tout-terrain de Bernie, mon fidèle destrier à 4 roues motrices, et je compte bien aller bivouaquer ce soir au pied de la dune. Malheureusement, un Albanais m'arrête et m'informe que, et pour des raisons écologiques de préservation de ce site naturel, dorénavant l'accès à la dune est interdit à tout véhicule. Déçu, mais bien évidemment compréhensif, je me résigne à bivouaquer avec les autres touristes sur l'aire de camping-car récemment aménagée.
Tant pis, c'est à pied que je pars découvrir cette dune de 50 mètres de hauteur et de 600 mètres de longueur, située sous le mont Renzi. Arrivé sur place juste avant le coucher de soleil, il y a un vent de malade. Finalement, je pense que je passerai une meilleure nuit abritée du vent sur l'aire de camping-car. Il fait beau, alors je retourne au pied de la grande dune. Comme partout ailleurs en Albanie, la plage est gâchée par des détritus. C'est vraiment dommage. Un groupe de quads passe sur la plage. Moi qui croyais pourtant que c'était interdit. Je comprends mieux maintenant pourquoi on ne peut plus aller en 4x4 dormir au pied de la dune. Faut libérer l'espace pour les dizaines de quads et autres engins de plage loués aux touristes. Enfin bref, sans commentaire. Je suis au pied de la grande dune. C'est assez impressionnant. Et où ça ? C'est sur cette plage qui accueillera début juin prochain et pendant 6 jours les 20 000 participants du grand festival Techno Onum que je termine cette vidéo. Retrouvez tous les épisodes de mon périple dans les Balkans et bien plus encore en vous abonnant à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, likez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.